Prix spécial du jury décerné cette année par le CRA. Sylvie Bondil est avec nous pour parler de son parcours, son entreprise et son avenir. Bonjour Sylvie et félicitations. Bonjour, bonjour. Avec nous également Pierre Oulès, délégué général du CRA. Bonjour Pierre. Bonjour Sébastien. Qu'avez-vous ressenti Sylvie Bondil en apprenant cette récompense? D'abord contente, je trouvais ça sympa. Et après, je me suis dit, il n'y a peut-être pas de hasard. Alors, sans que ce soit prétentieux, mais je me suis dit, c'est vrai que ça a été un tel parcours, ça a été tellement complexe que je me suis dit, finalement, ils ont réussi à comprendre ce que j'avais vécu et j'ai réussi à transmettre ce message. Et je me dis, oui, pourquoi pas moi, finalement, parce qu'il y a eu quand même pas mal de boulot, quoi. Mais oui, pourquoi pas vous? Pierre, qu'est-ce qui a séduit le jury? La personnalité de Sylvie, bien sûr, mais aussi surtout le fait que Sylvie a repris une entreprise dans une activité qui n'était pas la sienne au départ. Donc ça démontre qu'on peut aller vers d'autres activités quand on a des capacités managériales, c'est extrêmement important. Et puis ensuite aussi les résultats de Sylvie, quand même, elle a une entreprise qui se développe, florissante, et c'est extrêmement important d'associer ces deux points de vue. Alors présentez-nous en quelques mots, quelques chiffres, votre entreprise. Alors, donc j'ai racheté il y a 6 ans un laboratoire de glace qui à l'époque faisait 800 000 euros de chiffre d'affaires, il y avait 4 salariés et fabriquait 150 000 litres de glace par an. Aujourd'hui, c'est un laboratoire qui est beaucoup plus gros puisque j'ai reconstruit sur un grand terrain de 4000 m², un gros laboratoire de 1500 m², mais qui garde des méthodes très traditionnelles. Il y a 30 salariés, on va arriver sur 4 millions de chiffre d'affaires là cette année. Voilà, oui, ça fait x4, presque x5 en 6 ans, ce qui est énorme. 140 parfums? 140 parfums, oui. En fait, quelque part, c'est une signature. C'est-à-dire que quand on regarde dans le milieu de la glace, il y a le 20-80 comme partout, les vanilles, fraises, chocolat, pistache, café, nanana. Donc, on pourrait rester toujours sur les mêmes parfums, et c'est ce que font pas mal de glaciers d'ailleurs, parce que les gens y trouvent leur compte. Mais nous, notre signature, c'est la créativité. C'est d'arriver avec de la surprise, c'est d'arriver avec des choses surprenantes, c'est d'arriver avec des parfums que personne n'a ou que personne ne sait faire. Et donc, de ce fait-là, on en crée 10 à 15 par an. Alors, on en retire, parce qu'on regarde toujours dans la fin de la liste ce qui se vend moins pour essayer de ne pas avoir pléthore de parfums, parce qu'au bout d'un moment, il faut du stockage, il faut... Alors, on va attendre, Pierre, la fin de l'émission avant de déguster ces sorbets. Mais rien ne vous prédestinait à investir dans le monde de la glace? Rien du tout. Rien du tout, parce qu'en fait, j'ai travaillé 23 ans dans la mode, j'ai géré entre autres la marque Patogas pendant 12 ans. J'ai travaillé dans le groupe Vivarte pendant 23 ans. Enfin, je veux dire, il n'y avait rien qui m'amenait là. Mais c'est vrai que au moment des déboires de Vivarte, je suis partie du groupe. Je me suis retrouvée par regroupement familial en Bretagne. Et puis en Bretagne, je me suis dit, waouh! Il y a du bon caramel, il y a du bon chouchen. On est quand même premier producteur de lait dans le 35. Je me suis dit, j'ai envie. C'était vraiment une envie d'aller dans l'agroalimentaire, même si j'y connaissais rien. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens qui m'ont dit, mais t'es complètement folle, mais c'est pas possible de changer de métier. Profite de ta valeur ajoutée, profite de ton savoir-faire, de ce que tu as déjà, de ton expérience. Et à la fois, comme moi, c'est vrai que la routine, c'est pas trop mon truc. Ça faisait 20 ans que je parlais de chaussures, de semelles, de talons, de machin, de toujours les mêmes choses avec les mêmes acteurs, avec les mêmes problèmes, avec les mêmes ronrons. Et j'avais vraiment envie d'air, j'avais envie de changer, j'avais envie de nouveautés, de redonner un élan en fait à ce que je faisais. Et donc je suis allée vers l'agroalimentaire. Ouais. Une première réaction, Pierre? Il faut une forme d'inconscience quand même pour reprendre une entreprise, et je félicite Sylvie parce que si tout avait été raisonné, je pense qu'elle n'aurait jamais repris cette entreprise. Ah non, mais moi j'ai souvent dit d'ailleurs que c'est comme faire un enfant. C'est-à-dire que quand vous vous apprêtez à faire un enfant, si vous réfléchissez à toutes les conséquences, vous n'y allez pas, vous n'en faites pas. Et bien c'est pareil. C'est un peu pareil. Il ne faut pas réfléchir trop, non, en effet. Un peu quand même. Mais... Bon, alors, il faut mettre en place quelques garde-fous. Mais disons que c'est vrai qu'il y a un moment où vous vous retrouvez devant votre glace et où il y a les côtés positifs, les côtés négatifs de la reprise. Et si vous analysez trop rationnellement, vous pouvez ne jamais reprendre. Ah, mais c'est sûr. La preuve, c'est que quand j'ai repris, que j'étais en cours de reprise, j'ai eu 2 experts comptables qui me suivaient, qui m'ont dit « tu ne rachètes pas ». Oui. Je dis « pourquoi je ne rachèterai pas ?» Mais parce que tu n'y arriveras pas. Parce qu'il y a trop d'endettement, parce qu'il y a trop de problèmes de trésor. À cette époque-là, l'entreprise va mal, très mal. Elle va super mal. En fait, le gérant d'avant n'avait pas tout compris, ni à la gestion, ni au commerce, ni au management.
Sincèrement, c'était un peu complexe. Donc, il croulait. Les banques, en fait, pendant mon processus de rachat, il est tombé en cessation de paiement parce que les banques avaient décidé d'arrêter de le suivre. Son père, qui avait beaucoup financé, en avait ras-le-bol, avait aussi coupé les livres. De ce fait-là, il est tombé en cessation de paiement. Il y avait un endettement qui était super fort. Et puis, tout était un peu obsolète aussi. Donc, c'est vrai que les analystes, enfin les conseils qui m'ont suivi m'ont dit non, tu rachètes pas, c'est impossible. Et on peut dire que, alors vous ne les avez pas suivis, vous avez racheté l'entreprise et la reprise, elle a été compliquée parce que vous avez été de mauvaise surprise en mauvaise surprise. Oui, ça a été complexe parce qu'en fait, ce gars-là, au début, quand il est venu me chercher, parce qu'en fait, j'ai été apporteur d'affaires pour ce laboratoire avant de racheter le laboratoire. Parce qu'il avait vu en moi une capacité de développement, du commercial, du marketing. Il m'avait dit, moi, je ne sais pas faire, tu viens faire ça chez nous, tu crées une marque, tu amènes des litres de glace, nous, on les produit. Je lui ai dit, pourquoi pas. Et en fait, pendant 1 an et quelques de collaboration, je m'étais rendu compte que c'était un monsieur qui n'était pas super honnête, pas super carré, enfin, on ne fonctionnait pas du tout de la même manière. Donc j'avais failli m'en aller, puis c'est là qu'il m'avait dit non, tu t'en vas pas, mais moi je vais m'en aller et tu vas racheter. Donc ça s'est fait en fait de petit à petit. Mais c'est vrai que de ce fait-là, quand j'ai racheté, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes que je n'avais pas du tout vus, parce qu'il m'avait vraiment tout caché dans les placards un peu partout. Et j'avais, juste avant de clôturer mon rachat, j'avais mis une gap que j'ai annulée 2 jours avant, parce qu'en fait j'ai fait baisser le prix d'achat de plus que le montant de la gap. Donc j'ai enlevé la gap, j'ai fait baisser complètement le prix d'achat. Et quand j'ai acheté, donc j'avais plus de garantie, j'avais plus rien. Et là, j'ai découvert des tonnes de problèmes. Alors heureusement, toutes les reprises ne se passent pas comme ça. Bien heureusement, Pierre. Qu'est-ce que ça vous inspire cette histoire et finalement ces mauvaises surprises? Très simplement que tout le monde n'a pas le même esprit d'entreprise que Sylvie. Enfin, je veux dire, souvent, une entreprise en difficulté est plutôt rachetée par une personne morale que par une personne physique, parce que la personne morale est mieux armée que la personne physique pour racheter cette entreprise. C'est vrai que racheter une entreprise sans gap, c'est quand même penser que le passé ne va pas vous exploser à la figure. Et en même temps, c'est parce que vous avez accepté ça que vous avez pu la racheter. C'est ça, parce que sinon j'aurais jamais fait. Et c'est vrai que de toute façon, le cédant, était, au bout d'un moment, il n'était même pas solvable. Donc gap ou pas gap, je serais partie dans des trucs infernaux. Et donc au final, gap ou pas gap, il fallait y aller. Un conseil, Pierre? Non, je pense que de toute façon, comme l'a dit Sylvie, tous ces conseils lui ont dit n'y va pas. Oui. Donc c'est une décision très personnelle que Sylvie a prise, clairement. Aujourd'hui, elle a eu raison. C'est tout ce qu'on peut dire. Aujourd'hui, elle a eu raison. Maintenant, je dirais que dans des reprises habituelles, on a tendance quand même à amener des conseils d'expérience à nos adhérents pour qu'ils aient plusieurs garde-fous qui se mettent en place et peut-être ne pas prendre autant de risques. Mais dans le cas précis de Sylvie, c'était peut-être le seul moyen d'y arriver et elle ne s'est pas censurée. Et Sylvie, vous avez tout changé, ou presque? Oui, parce que c'est vrai que dans l'ensemble des problèmes que j'ai rencontrés, qui étaient aussi bien financiers que sociaux, que humains, il y avait de tout, le problème le plus sympathique qu'il m'avait laissé, c'était de me cacher dans les tiroirs une menace d'éviction des services vétérinaires qui disait, en gros, le labo que vous venez de racheter, il est obsolète, il faut en changer. Donc j'avais mis toutes mes économies de 20 ans là-dedans et on me disait, non, ça ne sert à rien, il faut en faire un autre. Donc ça a été vraiment ça a été très très complexe. Et donc de ce fait-là, j'ai dû retrouver un terrain, construire un nouveau laboratoire et de ce fait-là, on a tout remis à plat. Il fallait changer les process, en mettre en place parce qu'à l'époque, il n'y avait vraiment pas grand-chose. Il n'y avait même pas de gants, il n'y avait pas de charlotte, il n'y avait rien. C'était de la production, l'hygiène n'y était pas, il n'y avait rien. Donc en fait, j'ai réussi à financer un nouveau laboratoire. J'ai mis 1 an, mais j'ai quand même réussi. Et parce que vous avez connu de nombreuses galères, là aussi, dans la construction de ce nouveau laboratoire, oui, parce que c'est vrai que déjà, il a fallu que les banques me suivent pour refinancer, alors que j'avais même pas un bilan entier. Je savais pas, j'avais encore rien montré de ce que je pouvais potentiellement faire. Mais en plus, le maître d'œuvre s'était trompé dans le chiffrage et avait oublié 50% de la somme. Donc, il a fallu, en cours de chemin, aller rechercher 50% de la somme, alors que, bien entendu, j'avais déjà un endettement qui était énorme. Donc j'ai mis plus d'1 an et demi à tout financer.
Et en fait, j'ai clôturé le financement à 2 jours du déménagement. Donc, j'ai tenu ça sous silence. Je ne voulais pas inquiéter les salariés ni inquiéter les entrepreneurs. Enfin, voilà. Mais c'est vrai que la construction du labo était compliquée. Et quand on est arrivé dans le labo, on se dit, bon, allez, ça y est, c'est bon, on a déménagé, on a mis les machines, tout va bien. On a appuyé sur le bouton pour faire des glaces, ça ne marchait pas. Il n'y avait rien qui sortait. Et là, on a passé 4 mois où j'ai fait passer je ne sais combien de spécialistes pour dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? On sait qu'en effet, quand on change d'endroit, on change en termes de flux, parce que c'est des flux, c'est de la pression, c'est des flux il y a de la température, il y a de l'eau, enfin, il y a plein de choses dans un laboratoire de glace. Mais personne ne trouvait, les frigoristes, les électriciens, personne ne trouvait, jusqu'au jour où, complètement désespéré, je me suis dit, bon, on va passer l'éponge. On ne sortait pas un litre de glace pendant des mois et des mois. Et au final, j'ai un copain qui me dit, oh, moi j'ai un copain, il est geek d'usine, il va dans 120 pays dans le monde, t'inquiète, je te l'envoie. Ok, il est arrivé dans ce labo, il me dit, mais c'est tout simple en fait, ils ont juste inversé les réseaux d'eau chaude et d'eau froide. Et là, j'avais eu 2 démissions, j'avais mis des cuves entières à la poubelle, enfin aux égouts, des cuves de chocolat, tout, parce qu'on n'arrivait pas à produire pour 2 tuyaux inversés. Donc c'est vrai que tout ça, ce détail-là montre à quel point il y a eu tellement d'embrouilles, tellement de galères. Tellement que de le choses diable se cache dans les détails, et là, en l'occurrence, dans les tuyaux. Donc on a remis les tuyaux dans le bon sens et après on a... Est-ce que vous avez douté un moment? Est-ce que vous avez été tenté de baisser les bras? Est-ce que vous vous êtes dit... j'ai fait une énorme bêtise, j'aurais jamais dû reprendre cette entreprise. Est-ce que ça vous est arrivé? Ouais, j'ai eu des doutes parce que c'est vrai, en plus, j'étais pas technicienne de la glace, j'avais pas de connaissances dans l'agroalimentaire, j'avais pas beaucoup de réseau aussi dans ce milieu-là. Alors, j'ai quand même eu des glaciers à m'aider. Je leur disais, les gars, je vais aller à terre, il faut que vous m'aidiez. Donc, il y a eu quand même une solidarité dans la Confédération des glaciers en France. Même si chacun gardait un peu voilà, pas trop, un petit peu, mais pas trop quand même. Et puis au bout d'un moment, il faut, en fait, oui, j'en dormais plus, je savais plus du tout comment prendre les choses. Mais un jour, je me suis dit, bon, de toute façon, je donne le meilleur de ce que je sais faire. Si ça doit pas marcher, ça marchera pas. Si je dois perdre tout mon apport, je le perdrai. Si je dois mettre au tapis 5 salariés chez Pôle emploi, je les mettrai chez Pôle emploi. Mais tant pis, quoi, parce que je me mettais une telle pression que c'était devenu... limite burn-out, enfin, ça n'allait pas trop. Et de ce fait-là, j'ai dit, bon, ok, si ça doit planter, ça plante. Et 2 jours-là, je me suis remise à dormir, et 2 jours-là, on est reparti dans le bon sens. Il y a eu vraiment une espèce de lâcher-prise, non pas de... Voilà, mais un lâcher-prise qui a fait que, au final, on reprend plus que le meilleur, quoi. On laisse cette pression qui est un peu... handicapante et puis on y va. En fait, c'est je fais ce qu'il faut, donc j'avance. Je fais ce qu'il faut et puis ça ne sert à rien de me remettre sur le dos ou de me remettre des charges. Et je ne me mets pas une pression supplémentaire. J'ai pas réussi, j'ai pas réussi. Là ça marche, allez, là ça marche, une petite victoire, on tire dessus puis on avance. Quoi. Donc voilà, donc ça a été d'étape en étape, mais ouais, il y a eu des moments un peu de découragement, mais vous êtes vite reprise. Vous avez aujourd'hui un positionnement clair et des ambitions fortes. Qu'est-ce qui vous différencie des autres marques? Il y en a des marques Oui, il y a beaucoup de glaces. C'est vrai que quand je suis arrivée dans la glace, je me suis dit, mais où est-ce que je vais aller vendre mes glaces? Qui ça va intéresser? Une bonne glace framboise, c'est une bonne glace framboise. Puis la subjectivité du goût fait qu'on a du mal à se différencier quand même. Enfin, c'est pas évident. Et en fait, moi, je viens d'un passé où j'ai fait beaucoup de marketing. Donc, en gros, je me suis dit qu'il y avait 2 mondes. Il y avait le monde des artisans qui, globalement, faisaient des bons produits, mais ne faisaient pas beaucoup de marketing. Et puis, il y avait le monde des industriels qui faisaient des glaces beaucoup moins bonnes, mais qui marketaient beaucoup leurs produits. Et bien, moi, je me suis mise au milieu des deux. C'est-à-dire que j'ai fait une bonne glace et du marketing. J'ai mixé un peu tout ça. Et j'ai fait un concept fort avec un garçon de talent qui m'a créé cette marque Moustache. Et où je lui ai dit, voilà, j'ai pas d'argent, il faut un truc qui sorte du lot, il faut un truc qui parle fort, il faut un truc qui soit remarquable. Enfin, je lui avais fait tout un brief, on a beaucoup travaillé sur le brief de cette marque. Et donc, on a réussi à sortir cette marque Moustache. Pourquoi Moustache? Moustache, parce qu'on aime tellement la glace qu'on s'en met partout, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Il n'y a pas de moustachu sur ce plateau, mais on peut confirmer. Hein, et d'ailleurs, je me souviens, j'ai eu des contacts aux Émirats Arabes Unis, des gens qui m'ont appelé, qui m'ont dit, mais on a tous rigolé en voyant que vous expliquez ça, parce qu'ils ont tous des moustaches et ils ont tous vécu ce moment où quand ils se régalent, ils s'en mettent partout, mais au final, on se régale. C'est de la gourmandise déculpabilisée. Moi, en fait, ce qui m'a marqué en arrivant dans ce milieu de la glace, c'est à quel point les gens sont fans de glace. Il y a des gens, dans nos boutiques, il y a des gens qui viennent tous les jours chercher des 3 boules.
tous les jours. Et moi, quand j'ai constaté ça, j'ai trouvé ça sympa. Donc, je me suis dit, je veux vraiment une marque qui exprime à fond la gourmandise, quoi, et le plaisir. Pierre, une réaction à ce parcours, à cette renaissance, à cette recette? Alors, une très grande admiration, mais j'en ferai pas une règle générale. C'est-à-dire que vraiment, Sylvie a réussi quelque chose qui, au démarrage, si on écoutait ses conseils, n'était pas évident du tout. Par contre, ça prouve qu'il faut quand même avoir une certaine forme d'inconscience pour avancer et qu'il faut, la croyance qu'on a dans son projet est fondamentale dans un projet de reprise. Et c'est là où parfois, souvent au CERA, avec les conseils d'expérience qu'on peut donner, on accompagne des repreneurs ou des cédants en faisant qu'ils se posent un certain nombre de questions sur des sujets. On n'est pas là pour leur donner des conseils, mais on est là pour qu'ils se posent un certain nombre de questions sur peut-être le marché, l'économie de la société, les outils industriels, etc. Et l'idée derrière tout ça, c'est de se dire qu'ils vont prendre par eux-mêmes un certain nombre de décisions, mais on va les aider juste à prendre des décisions, on n'est pas là pour les prendre à leur place. Ouais, mais c'est vrai que dans toutes ces périodes-là, moi je fais pas mal de sport et on se rend compte qu'au bout d'un moment, c'est le mental qui prend le relais, quoi. Il y a tout le chantier et puis au bout d'un moment, c'est là, ça repasse là et puis on dit OK. Et il en faut du mental. Il en faut vraiment. Et quelque part, quand on reste un peu combatif et positif, on se dit bon, là ça marche pas, donc il me faut un plan B, et puis il me faut un plan C. Et quelque part, il faut toujours trouver, au bout d'un moment, ça c'est pas venu tout de suite, mais en tout cas ça l'est aujourd'hui, ça devient une espèce de jeu intellectuel de se dire ok, là je suis vraiment dans une impasse, je suis face à un mur, comment je fais? Et je vais m'en faire une espèce de petit jeu pour me dire hop, je vais trouver le moyen de. Et c'est ça quelque part qui fait que un problème, une solution, il faut toujours. C'est pour ça que dans toutes les reprises, je pense que c'est ce qu'il faut dire à tous les potentiels repreneurs, c'est que il y a toujours des solutions. Alors c'est souvent des histoires de budget, les solutions, mais malgré tout, mais c'est vrai. Il quand faut même. aller dans le mur, ça sert à rien, donc il faut essayer de le contourner. Il faut de la souplesse, il faut de l'agilité, il faut tous ces trucs-là. C'est un mix de plein de choses pour arriver à pas se buter, quoi, et pas se désespérer, parce que sinon c'est. Alors, il faut en faire un vous jeu, anticipez ma dernière question, Sylvie. Que retenez-vous de cette expérience et quels conseils est-ce que vous donneriez à tous ces candidats à la reprise? Moi, ce que je tire comme expérience, c'est que là où c'était vraiment pas gagné. Moi, j'avais été PDG salarié avant, tranquille, j'avais mon salaire qui tombait tous les mois. Parce que là, c'est vrai qu'en termes de salaire, moi, pendant 2 ans, j'ai rien gagné. Il faut accepter. Mais n'empêche qu'après, on se retrouve comme aujourd'hui, on se retrouve sur des jolies petites victoires tous les jours, on se retrouve avec des belles rencontres humaines, on se retrouve avec une équipe de salariés qui est heureux, on se retrouve avec tellement de choses qui sont sympas que finalement, ça vaut le coup, quoi. Même s'il y a eu des galères, ça vaut le coup. C'est arriver, c'est avoir la fierté d'avoir réussi, c'est avoir le plaisir tous les matins d'arriver au labo et que tout le monde a la pêche. Tout ça, ça donne vraiment quelque part envie de... ce serait à refaire, je le refais, ça c'est sûr. Ouais. Pierre. Mais c'est sympa, quoi. C'est la preuve que c'est une histoire humaine, c'est une Ouais, histoire ouais. de femmes, d'hommes, Beaucoup humaine. beaucoup humaine. C'est la sûr. preuve quand même quand on a un outil de production qui est en rade et qu'on arrive à tenir le coup, c'est la preuve qu'on peut surmonter beaucoup de choses. Donc Sylvie nous montre la résilience qu'elle a, la volonté qu'elle a eue, et en même temps aussi un petit peu de génie, parce qu'il ne suffit pas pour les glaces. Génie, pour les glaces. Pour les glaces. Génie, un peu de chance, il en faut. Voilà, aussi et un peu de dans la- chance. dans la Et un peu de reprise. chance. Absolument. Sylvie, quels sont vos projets, vos défis, vos ambitions? Alors, là, je continue à ouvrir une bonne dizaine de franchises par an. Donc, à chaque fois, c'est des belles rencontres. Là, vous voyez, demain, je pars au Puy-en-Velay et à Vichy pour aller voir pour 2 nouveaux projets qui vont s'ouvrir. Donc, un qui est au départ du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je trouve ça très symbolique, je trouve ça très sympa. Donc c'est continuer à ouvrir des boutiques. Là, on vient de faire une extension sur Labo, on va en faire une autre l'année prochaine. Quelque part, c'est de préparer un très bel outil qui sera, j'ai envie de dire, dans 5 ans, bien valorisé. C'est un peu mon but quand même. C'est de continuer à m'amuser, c'est de continuer à faire grandir mes salariés,
Et puis c'est de continuer cette aventure humaine qui est vraiment très sympa. Et clairement, on a comme ambition tout à fait subjective et incalculable de devenir les meilleurs artisans de France. Belle Alors, ambition. c'est pas qu'on soit prétentieux, mais c'est tout le chemin qu'on fait pour y arriver. C'est se régaler de plus en plus avec des glaces. Là, par exemple, on sort une glace au millefeuille, mais ça va être une tuerie. Une glace au millefeuille. Wow. Donc voilà, c'est continuer à prendre beaucoup de plaisir Oui. dans le fait d'offrir un vrai beau produit glacé, quoi. Retenez bien cette marque Moustache. Merci Pierre, merci Sylvie, et Merci encore Sébastien. félicitations. Ouais.